Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Marion Châtelchex. Marion, comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors si tu te présentais, tu dirais quoi de toi ? C'est toujours la question par où commencer, hein qui est compliquée. Se définir en un mot ou lequel je choisis. Prends le temps que tu choisis. Tu peux choisir le mot artiste, tu peux choisir le mot design culinaire ou je ne sais quoi. C'est quoi ? Je pense qu'au fond de moi, je suis créative et qu'après, ça s'incarne de différentes façons. Effectivement, mon métier, c'est d'être directrice artistique, designer culinaire, après avoir été styliste de mode. Donc ça, c'est une espèce de colonne vertébrale qui m'a construite et je me dirige peut-être de plus en plus aussi vers une envie effectivement d'exprimer ma créativité de façon plus personnelle en tant qu'artiste. Mais alors comment on définit un artiste après, c'est un vaste sujet. Alors, qu'est-ce qui fait que on passe de la mode à la cuisine, de la cuisine au modelage ou au découpage ou... C'est tout un processus. Alors déjà, moi, je suis tombée un peu dans la mode, pas par hasard, mais en tout cas, j'ai fait des études d'art appliqué, donc c'était l'art appliqué à quelque chose. Et je suis allée tout de suite j'ai fait un BTS d'art textile et impression. Donc le textile, ce qui me plaisait, c'était le travail des matières, des couleurs. Quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire. Je disais que je voulais être bidouilleuse. Donc, c'était vraiment faire des choses avec mes mains. Et ce que j'ai retrouvé quand je suis allée à des portes ouvertes d'écoles d'art dans le textile, où je voyais que les filles, c'était beaucoup des filles. Hein, donc, elles tissaient, elles tricotaient, elles brodaient, elles faisaient des choses avec tout et rien. Donc j'ai fait du textile et via le textile, j'ai fait un mémoire de fin d'année sur le sac. Donc déjà incarner le textile dans un produit et ça m'a amené à travailler dans la mode. Il y avait une marque que j'adorais quand j'étais étudiante, c'était Côté Lac, parce que justement c'était une styliste qui commençait ses collections en travaillant le textile avec des plissés, des imprimés. Enfin c'était beaucoup un travail du tissu. Donc j'ai commencé à travailler pour cette marque, qui était la marque de mes rêves. Et je suis tombée dans la mode un peu comme ça, sans en rêver fondamentalement. Enfin, quand je suis devenue styliste, en fait, c'était pas un rêve de petite fille que je réalisais. Et puis, après, en France, une fois qu'on a une première expérience professionnelle dans un secteur, en tout cas, il y a 20 ans, on avait du mal, je trouvais, à en sortir. Enfin, du coup, je suis restée styliste pendant 13 ans. J'étais salariée au début, donc tous les 6 mois, je refaisais une nouvelle collection. C'était nouveau, mais en même temps, le cadre était toujours un peu le même. Et je me suis mise en freelance pour essayer de retrouver justement de la diversité dans mes projets, parce que le textile, je pouvais faire autant de la mode que de la décoration. Le textile est beaucoup plus vaste que juste un champ d'application à la mode. Et j'avais cette envie-là de réélargir, mais avec cette difficulté de quand c'est marqué sur le CV, c'était marqué des marques de mode, on me faisait confiance pour ce que je savais faire. Et comme j'avais envie d'élargir, je suis allée beaucoup sur des salons professionnels de décoration, maison et objets. À l'époque, il y avait un salon qui s'appelait Paris des chefs aussi. Et c'est comme ça que j'ai découvert le design culinaire. Et j'ai découvert le monde des chefs en observant de l'extérieur. Alors, ce qui est marrant, c'est que
quand j'étais salariée dans la mode à Valence, j'ai eu une expérience à Valence, donc j'habitais dans la ville d'Anne-Sophie Pic. Je lui avais envoyé une lettre un jour parce que j'avais lu une interview d'elle où elle disait si j'avais pas repris la suite de mon père qui est décédé de façon prématurée, j'aurais rêvé d'être styliste. Et moi, j'étais styliste et je voyais quand même qu'il y avait un truc à la télé, quand il y avait des chefs à la télé qui faisaient des choses, j'étais fascinée, alors que je regarde pas tant la télé que ça, mais là, j'étais bloquée devant mon écran. Du coup, je lui avais envoyé une lettre en me présentant comme une recette de cuisine, en me disant, bah, c'est marrant, vous auriez rêvé d'être styliste, moi je suis styliste, votre métier me fait rêver. Et j'avais rencontré son mari, il m'avait recontacté, et il cherchait à l'époque quelqu'un pour, au sein de la Maison Pic, gérer les fleurs, le sourcing de l'art de la table, la tenue des serveurs, enfin tout ce qui était autour de l'assiette, en dehors de l'assiette, etc. Et puis moi, je venais de prendre la décision de monter à Paris, de me mettre en freelance. Et donc, il cherchait quelqu'un à Valence sur place. Donc, on s'était dit, bon, bah, le timing est pas bon. On infuse, on verra ce que ça donne. Et 10 ans après, en fait, je me rends compte que c'était la définition du métier que j'ai créé en tant que designer culinaire, puisque j'ai une vision particulière du design culinaire. Et voilà, j'ai comme un petit poussé à essayer d'avancer pour voir quelle pouvait être ma place auprès des chefs, dans une cuisine, etc. Mais au démarrage, moi, quand je suis arrivée dans le design culinaire, je voulais créer des bûches de Noël. Enfin, j'étais vraiment sur le produit plutôt alimentaire. Je me rendais compte que les chefs avaient pas tellement envie que je prenne cette part créative de leur métier. Et à partir du moment où je me suis positionnée autour de l'assiette, en précisant que voilà, l'expérience au restaurant, elle est dans l'assiette, mais il y a aussi tout ce qui est autour qui joue son rôle et qui a son importance. Bah là, on pouvait faire quelque chose de vraiment chouette. Et je me suis rappelée de cet échange avec David Sinapian où je me suis dit, bah en fait, il y a 10 ans, il avait déjà identifié quel est mon métier aujourd'hui, quoi. Donc c'est comment on passe de la mode au culinaire, etc. C'est observer ce qui nous attire, pourquoi je reste scotchée devant ma télé quand il y a un chef, qu'est-ce qui me plaît quand je vois ça. Il y avait aussi cette extrême attention aux détails, ce sens de l'excellence où on peut passer 5 minutes à dresser une assiette qui va être mangée elle aussi en quelques minutes et de répéter ce geste-là pour chaque client, à chaque service, tous les jours. Il y avait une espèce de fascination comme ça pour moi dans ce degré d'exigence, d'excellence, de perfection et de répétition. Enfin, c'est ça aussi, je pense, qui m'a attirée. Et de voir voilà, des hommes hyper virils, le chef qui arrive le matin en moto, toujours pressé, qui enlève son casque et qui, par contre, va venir se poser avec une pince à épiler pour poser des pétales sur une assiette. Je sais pas. Il y avait un truc pour moi qui m'a attirée sans vraiment chercher à comprendre, mais en tout cas, voilà, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui me fait vibrer, qui m'anime, et j'ai envie d'aller voir quelle peut être ma place au milieu de tout ça. Et quelle est l'expérience qui reste la plus forte dans la rencontre avec tous ces chefs Ou les plus fortes, hein, je ne sais pas obligatoirement là. Bah, je pense un de mes plus beaux souvenirs, entre guillemets, c'est que alors je suis très admirative du chef Alexandre Gauthier, qui a un restaurant qui s'appelle La Grenouillère. Par exemple, c'était mon rêve d'aller là-bas pour mes 30 ans. Mes parents m'ont invité là-bas, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un dont j'aime la démarche créative, globale, etc. Et quand j'ai commencé mon activité en tant que designer culinaire, après avoir repris une formation, et que j'ai lancé mes cahiers d'inspiration à destination des chefs, j'y suis allée à l'intuition, à l'instinct. Enfin, j'ai fait les cahiers tels que j'imaginais qu'un chef pouvait en avoir besoin. Je suis partie du principe que dans la mode, moi, j'avais des cahiers de tendance qui me donnaient des informations en début de saison pour créer, justement, pour avoir une base créative. Et je voyais que les chefs n'avaient pas ce genre d'outils, alors que on leur demande d'être créatifs eux aussi, tous les 6 mois, tous les ans, sur certains sujets. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à créer pour eux. Donc j'ai pas fait d'études de marché, je suis arrivée avec la vision que j'avais de ce dont un chef pouvait avoir besoin, et le truc était à peine sorti de l'imprimerie. En fait, pour mes 35 ans, mon conjoint m'avait dit, du coup, je t'invite à La Grenouillère, on va dormir là-bas cette fois-ci, parce que la dernière fois, avec tes parents, t'étais juste allé déjeuner.
Et il faisait que de me dire, moi, tes cahiers, ils sortent quand? T'auras la version imprimée quand, etc. Et j'ai dit, ah bah oui, dans quelques jours. Et donc, j'ai vraiment dit à l'imprimeur, bon, ça serait bien que je les ai pour telle date, parce que là, je vais chez un chef à qui j'aimerais montrer mes cahiers. Et du coup, on a chargé les cahiers dans le coffre, on est parti à la Grenouillère. Et j'ai sorti mon truc qui venait juste de sortir de l'imprimerie à Alexandre Gauthier pour lui montrer un peu ce que j'avais sorti de ma tête et de mes tripes. Et il m'a tout de suite dit... ah mais c'est génial, je prends, enfin j'achète quoi. Donc ça effectivement pour moi ça a été un beau souvenir et un beau point de départ parce que j'ai vu que voilà en me faisant confiance sur ce que j'avais envie de proposer, j'avais face à moi des gens qui étaient réceptifs et en plus de ça voilà des personnes avec qui je rêvais de travailler, qui avaient une sensibilité qui me touchait et je voyais qu'on visiblement on arrivait à communiquer. D'une façon qui était par des images, par des associations d'images, enfin, par de l'inspiration. Donc ça, je pense que c'est quand même effectivement un des plus beaux souvenirs que j'ai de mes débuts en tant que designer culinaire. Si tu reprends maintenant peut-être les moments qui sont peut-être pas obligatoirement les plus beaux, mais ceux qui ont été le plus formateurs, ceux qui t'ont permis à un moment donné de te dire, tiens... ce qui va te permettre de passer un cap, tu vois, un peu de grandir. C'est quoi? Alors voilà, cette adoption du cahier par Alexandre Gauthier immédiatement, etc., ça a été très beau et ça m'a donné des ailes. Après, je me suis confrontée à des publics qui étaient totalement différents, qui avaient, je pense, moins un profil créatif, moins un profil d'entrepreneur, qui voyaient moins ce qu'ils pouvaient faire de tout ça. Et du coup, vendre ces cahiers a quand même été assez complexe. Et en parallèle de ça, moi, je me définissais comme designer culinaire. Enfin, j'arrivais avec mes cahiers. Il fallait que je les vende. Et c'était pas forcément facile, même si j'avais un produit à vendre. Le fait de me présenter comme designer culinaire, je sentais que c'était un frein, en fait. Les gens comprenaient pas mon métier, comprenaient pas ce que je faisais. On me demandait si je dessinais des casseroles, si je dessinais les dressages pour les chefs. Alors que je me suis jamais positionnée comme la personne qui allait se mettre au passe et dresser à la place du chef ou lui dessiner un dressage. Enfin, le but, c'était d'imaginer des expériences, de co-créer des expériences. Et ça a été un vrai point d'accroche, j'ai envie de dire. Ça a été compliqué pour moi, et si bien que parfois, même quand je me présentais dans les soirées où que je savais qu'il n'y avait pas tellement d'enjeux professionnels, je me présentais encore comme styliste parce que j'avais pas envie de rentrer dans des discussions où à chaque fois qu'on me demandait ce que je faisais, c'était non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Et je pense que même moi, j'avais du mal aussi à définir ce que je faisais ou ce que j'avais envie de faire. Enfin, il y a eu tout un processus, en fait. J'avais beau avoir ces cahiers entre les mains et montrer ce que j'avais envie ou ce que j'étais capable de faire. J'avais pas encore exactement défini ma zone d'action. Et tout s'est vraiment simplifié quand justement j'ai posé les mots alors je suis pas designer culinaire, mais je suis designer au service du culinaire. C'est-à-dire que moi, je ne rentre pas, entre guillemets, dans la cuisine et dans tout ce qui est... je ne cuisine pas, et c'est le métier du chef. Mais moi, je vais accompagner le chef sur tout ce qui va être l'expérience du client en salle. Parce que moi, ce qui me frappait quand j'allais au restaurant, c'est qu'il y avait souvent une rupture entre ce que le chef imagine dans sa cuisine, le discours qu'il peut avoir, et ce qu'en tant que client, on nous restitue de cette histoire ou de ce discours. C'était du coup comment moi je me positionne en tant que designer pour que tout ce que le chef a dans la tête, le client le ressente, alors qu'on lui explique avec des mots, mais c'est pas tant une histoire de créer non plus un storytelling et de raconter des histoires, mais c'est de faire en sorte que ce qu'on a envie de faire ressentir, ça soit perçu par le client de différentes manières, soit avec ça peut être tout ce qu'on pose sur la table, l'art de la table, est-ce qu'on met des fleurs, est-ce qu'on n'en met pas, à quoi elles ressemblent. Alors après du coup on me dit ah oui, du coup t'es décoratrice. Non, ça peut être dans certains restaurants effectivement décider de changer les tableaux, enlever les photos des plats sur les murs et mettre des paysages qui évoquent les paysages dont s'inspire le chef pour créer ses plats, et du coup avoir des parallèles entre ce qu'on a dans l'assiette et peut-être plutôt une vision sur le paysage autour. Mais c'est vraiment de l'ordre
de l'impalpable, ou en tout cas de la sensation. C'est comment je mets un client dans l'état émotionnel et de ressenti pour qu'il capte, en ayant conscience ou pas, ce que le chef a dans la tête et a envie de lui faire passer. Et avec des mots, mais pas que. Donc ça a été un point d'étape, de passage qui m'a demandé des années. Hein. Donc ça paraît hyper simple avec du recul, une fois qu'on a trouvé comment trouver le petit truc, dire je suis designer au service du culinaire, déjà ça a tout changé. Parce que j'étais au service d'eux. Et plus, je me positionnais plus comme quelqu'un qui potentiellement pouvait être dans la cuisine à dire c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, tu es en train de nous décrire aussi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on crée son propre métier ou qu'on crée ou qu'on participe à la création d'une tendance, d'un métier, bah, qu'en fait, ça prend du temps de l'exprimer, de trouver les bons mots, de trouver son positionnement. Je parle même pas du positionnement marketing, mais c'est juste son positionnement. Parce que moi, je me rappelle de la Marion que j'ai rencontrée la première fois et celle d'aujourd'hui, je vois bien le chemin que tu as parcouru sur l'aisance de parler de toi ou la capacité à exprimer plus clairement ton métier ou ce que tu as envie de faire. Parce qu'il y avait aussi peut-être, évidemment, quand on évolue aussi et avec sa propre matière. Donc, je pense que ta matière t'a fait évoluer. Bah c'est une évolution. Alors moi, je suis quelqu'un de très observatrice et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée, c'est que je ressentais, je voyais que quand je disais certains mots ou me positionnais d'une certaine façon, il y avait une connexion qui se faisait pas avec la personne en face. Et je le sentais et je restais pas droite dans mes bottes à me dire oui, il a pas compris, je passe au suivant. Enfin, je voulais trouver comment je pouvais mettre un dialogue en place et pas juste être avec quelqu'un en face de moi qui cherche à comprendre. Et avoir envie d'avoir quelque chose de fluide, d'évident. Et bien entendu, ça peut pas être fluide, évident avec tout le monde. Mais quand on est émetteur, si la compréhension ne se fait pas au niveau du récepteur, c'est pas juste parce que le récepteur est mal positionné sur le mauvais canal, en fait. C'est aussi que l'émetteur envoie pas forcément un signal clair. Donc ça c'est quand on invente son métier, comme tu le dis, j'ai pas inventé le design culinaire, mais en tout cas je me suis positionnée en tant que designer culinaire dans un secteur de la restauration où il y avait peu de designers culinaires, donc j'ai essayé de trouver ma place de designer culinaire au milieu des chefs, là où les designers culinaires font plutôt de l'événementiel et ont vraiment leur place dans de l'événement, dans du traiteur, des choses comme ça. Donc effectivement, quand on choisit de se positionner quelque part, il faut envoyer un signal qui est clair aux personnes qui sont censées recevoir ce qu'on a envie de transmettre. Et ça, oui, c'est tortueux, quoi, j'ai envie de dire. Ça n'a pas été simple. Et puis après, quand on finit par trouver, qu'on voit que ça se délie, c'est là où c'est des moments de grâce, quoi. On se dit, bon, ça y est. Le nœud se détend. Maintenant, ils comprennent de quoi je parle. Voilà. Il suffisait de rajouter un mot au milieu de tout ça. Enfin, ça tient à pas grand-chose, quoi. Et c'est l'essence de mon travail aussi. Enfin, c'est ce que je dis dans mon TEDx. C'est un détail peut tout changer. Et d'avoir rajouté design au service du culinaire, ça a tout changé. Donc, oui, je me rappelle aussi tu participais donc à t'aider des gens dans les concours de chefs. Tu peux nous raconter cette anecdote? Oui, donc au début, je voulais aussi, j'étais convaincue que j'avais une valeur ajoutée dans les concours, donc comme les concours de meilleurs ouvriers de France pour les pâtissiers où ils doivent créer des pièces artistiques en sucre, en chocolat, enfin des choses qui sont quasiment de l'ordre de la sculpture, de l'art. Et j'ai accompagné aussi le chef Davy Tissot sur le concours du Bocuse d'Or. Et c'est pour sa sélection pour représenter la France. Il m'a dit, écoute Marion, je dois travailler sur... Donc il avait 2 sujets, il y avait le lapin et il devait faire une entrée à base d'artichaut. Il m'a dit, moi l'artichaut, vois ce que tu peux me proposer. Le brief c'était qu'est-ce que tu peux faire autour du menu, puisque j'ai le droit dans le règlement, on ne demande pas de fournir un menu au jury. Par contre, j'ai le droit d'en mettre. C'est ni interdit ni demandé. Donc je prends la liberté de travailler sur cet élément-là qui peut potentiellement
faire la différence. Enfin, en tout cas, il y a effectivement plein de candidats qui n'avaient pas pris le temps ou le soin de faire un menu pour le jury, pour leur expliquer ce qu'ils avaient fait. Et sur l'artichaut, on a créé en fait un artichaut en volume, en papier, donc en gardant la matière première du menu qui est le papier. On n'est pas allé faire quelque chose de forcément extraordinaire, sauf que c'était du papier travaillé d'une certaine façon, qui avait une forme d'artichaut. Et donc, on venait poser à côté de l'assiette un artichaut entier, donc à l'état naturel du produit. Et dans l'assiette, l'artichaut était travaillé de façon ultra gastronomique, donc on reconnaissait beaucoup moins le produit. Donc déjà, on avait, en dehors de l'assiette, un élément d'indice qui explique ce qu'on va manger. Et puis, il fallait tirer. Il y avait une feuille qui était différente visuellement, donc on pouvait l'enlever, la tirer, et dessus, il y avait l'intitulé, l'explication de comment le chef avait travaillé son artichaut. Donc, on rappelait avec ça aussi comment, à la maison, on mange un artichaut en l'effeuillant, en arrachant les feuilles, et on rappelait un geste ménager en contrepoint d'un artichaut qui était travaillé de façon absolument gastronomique. Et David Tissot, il a gagné sa place pour représenter la France sur ce concours avec 1 point d'avance sur le deuxième candidat. Donc voilà, on peut se dire qu'un détail peut tout changer. Il y a peut-être un membre du jury qui s'est dit, là, il y avait un menu, les autres n'en avaient pas. Je mets 1 point de plus. Et c'est ce qui peut faire la différence, parce qu'on met toutes les chances de son côté et parce qu'on travaille les choses aussi avec du sens, dans le souci du détail. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu as la chance de participer donc aussi à la réussite, puisque on est en train de parler de performance, pas seulement de quelque chose qu'on mange qui est bon, c'est-à-dire on est dans la qualité ou je sais pas si c'est la performance de la qualité ou la qualité de la performance, je sais pas comment utiliser cette phrase, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui fait que, je dirais, comment tu te nourris de ça, toi? D'aller vers la qualité, toujours dans ce souci du détail. Parce que dans le côté artistique, on pourrait avoir le côté de la création, que j'entends bien, mais peut-être pas toujours le côté reproduire tous les jours, ou tu vois. Moi, le mot là qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est la performance. Et notamment sur ces concours là, le Bocuse d'Or, quand on regarde des images de ce que c'est ce concours, c'est une compétition, c'est des athlètes, les chefs sont mis au rang d'athlètes, ils sont dans une arène, ils combattent les uns contre les autres avec leurs moyens, et il y a un truc assez sportif, c'est la Coupe du Monde de la cuisine, il y a des supporters, c'est pas du tout la cuisine, ils sont tous avec leur toque sur la tête à cuisiner, mais il y a un gradin avec du public qui hurle, qui encourage le pays. Enfin, c'est assez marrant. Et du coup, moi, la place que j'ai trouvée là-dedans, et l'excitation que j'ai pu trouver aussi, je pense, c'est la découverte d'un univers comme ça où on découvre encore la cuisine sous un autre jour, et là, c'est plus le dépassement de soi, parce que les chefs, du coup, font ces concours pour se dépasser eux-mêmes. Ils s'entraînent comme des sportifs pendant 1 an ou 2 avant le concours. Enfin, il y a une exigence, et c'est un travail d'équipe. Alors, on prime un chef, et comme tout sportif, il y a un travail d'équipe derrière. Il y a un coach, et il y a des gens, voilà, comme moi aussi, qui travaillent sur quels détails on peut apporter pour faire en sorte que le message soit le mieux compris possible et que la personne qui déguste ne passe à côté de rien de tout ce travail qui a eu lieu pendant les temps de préparation en amont. Donc c'est rendre perceptible l'invisible. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît, en fait, qui me challenge, c'est se dire comment et sans je reprends ce mot de storytelling qui est très à la mode, parce que des fois on me dit oui, en fait tu fais du marketing, enfin tu racontes des histoires. Oui, je raconte des histoires, mais en utilisant plein de canaux différents, le canal des 5 sens, plus le ressenti, et c'est pas juste on pose des mots sur un papier et on les donne à lire, ou on les lit, ou on les raconte. C'est comment on va venir toucher la personne, et quand on est restaurateur, on s'adresse à plein de personnes différentes, donc potentiellement les gens ne vont pas tous recevoir les choses de la même manière, mais chacun va être touché à sa façon. Et du coup, c'est essayer d'utiliser le maximum de canaux possibles
pour que la personne qui est plus visuelle, elle soit effectivement peut-être plus séduite par le dressage. La personne qui aime écouter une histoire, elle va écouter le serveur nous raconter comment le chef a essayé de sélectionner ou a cuisiné tel ou tel produit. Et c'est tirer le fil sur un élément pour que tout soit cohérent en fait et que chaque canal justement raconte la même histoire. Qu'on soit pas, quand on est sensible à plusieurs des canaux, qu'on se dise pas ouais mais attends, d'un côté on m'a dit ça et de l'autre côté visuellement c'est pas cohérent. Donc c'est là où pour moi je fais la direction artistique, c'est se dire en fait tout doit concorder, concourir, être congruent et servir le même message. Donc c'est déjà se mettre d'accord sur quel message on a envie de délivrer. Parce que parfois on voit des trucs à gauche, à droite chez les concurrents, on se dit ah tiens c'est chouette, je le mets chez moi, mais au final c'est quoi la cohérence dans tout ça chez moi? Et c'est là où voilà des chefs comme Alexandre Gauthier ou des chefs qui sont très créatifs et très exigeants arrivent à avoir une identité hyper cohérente parce que tout ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils le font et pourquoi c'est chez eux. Donc il y a de l'inspiration d'un côté, mais il y a de l'inspiration, ça sert à renourrir quelque chose de personnel et à le ressortir sous une autre forme. Il y a une forme on digère une inspiration, on se l'approprie et on en fait une nouvelle création. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je dirais, une partie du vocabulaire que tu utilises me parle aussi parce qu'ils sont un vocabulaire qu'on peut utiliser dans d'autres domaines comme la performance sportive que je connais bien, mais aussi la prise de parole ou la conférence. Et en quoi est-ce que ça t'a aidé d'ailleurs de faire ce travail sur l'expression de soi ou la conférence, ton TED, tout ce que tu as pu faire depuis? Ça m'a énormément aidé, énormément nourri. Ça a vraiment fait partie du processus. À la base, je suis arrivée à la prise de parole pour arriver à expliquer mon métier. J'arrivais pas à l'expliquer, à dire designer culinaire, c'est quoi. Et j'étais énervée déjà parce que je savais que les gens en face ne comprendraient pas. Donc j'étais déjà dans un état de tension quand je l'expliquais. Donc ça pouvait pas marcher. Donc ça a été aussi déjà moi comprendre ce que j'avais envie de dire, comment le dire, prendre conscience que c'était pas forcément avec des choses très théoriques, très que ça parlait plus aux gens que je leur explique pourquoi le bagel ça avait telle forme ou il y avait autant de pâtes en Italie que ça pouvait presque plus expliquer mon métier que d'expliquer ce que je voulais faire avec les chefs et ce que je pouvais leur apporter. Donc j'ai commencé à voir qu'effectivement j'avais des histoires à raconter, que les gens m'écoutaient. Donc que j'avais une place à prendre dans ce positionnement-là aussi, de dire j'ai pas juste des choses à prouver, mais je peux aussi raconter des choses qui mettent une discussion en place et pas juste me définir par un métier, une étiquette. Et puis du coup j'ai pris petit à petit confiance, j'ai pris du plaisir aussi à voir qu'en parlant il y avait quelque chose qui se mettait en place justement entre un émetteur, un récepteur, un échange et que il y a une alchimie qui se crée. Et je m'étais dit un jour, je ferai un TEDx parce que j'aimerais faire le premier TEDx sur le design culinaire, mais c'était un doux rêve que j'avais mis comme ça dans un coin de ma tête. Puis un jour, en parlant, quelqu'un m'a dit, attends, moi je fais partie de l'équipe l'association qui organise le TEDx Rennes. Je te donne mes coordonnées, on voit ce qu'on peut faire. Donc le TEDx, c'était un objectif un peu comme ça, un peu lointain. Et qui était autour de mon métier et qui, pour le coup, pendant 6 mois, parce que c'est quand même 6 mois de travail, de préparation, d'écriture, m'a fait prendre conscience que mon métier, c'était bien... Enfin, que je n'étais pas définie que par mon métier et que le design culinaire, c'était aussi autre chose pour moi, fondamentalement, qui m'avait permis de me reconnecter à mes 5 sens, à mon corps. Et le fond du message de mon TEDx, il est pas tant sur le design culinaire, il est plus sur cette idée de se reconnecter à l'ici, maintenant, au présent, à ce qu'on ressent. Et c'est ça qui crée une Madeleine de Proust et c'est ça qui crée un souvenir culinaire. Et comme je dis, tout ne se joue pas en cuisine. Et d'avoir inconsciemment mis ce titre-là sur mon TEDx aussi, ça m'a comme fait prendre conscience ou autoriser que j'exerce mon métier dans le secteur du culinaire. Mais tout ne se joue pas en cuisine et c'est là où justement je peux prendre un peu de hauteur aussi et me dire le culinaire c'est quelque chose qui me nourrit énormément, j'ai ma valeur ajoutée parce que j'ai cette sensibilité aux détails. Enfin maintenant je suis effectivement référente quand même sur le sujet, mais ça m'emmène encore au-dessus à me dire en quoi aussi
ce métier-là m'a permis d'évoluer, de me découvrir. Enfin, c'est un processus, en fait. Et pour moi, ça a été une étape sur le chemin, autant le culinaire que le TEDx, etc. Mais je suis effectivement dans un questionnement actuellement où je me dis, bon, j'ai encore envie d'élargir cette façon de travailler ma sensibilité aux couleurs, aux matières, aux images. Et tu pourrais le faire où alors? Où tu pourrais élargir vers quoi? Je me dis, je peux élargir vers l'art au sens plus général. Enfin, avoir une pratique artistique qui va nourrir ma pratique de designer. Mais après, l'art, ça peut toucher à tous les domaines. L'artiste, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui l'exprime d'une façon ou d'une autre. En tout cas, avec un média plutôt visuel ou sensoriel. Enfin, un musicien est un artiste aussi. Donc, moi, tout ça, ça m'a aussi appris à j'ai envie de dire, prendre conscience de mes gammes ou de mon outil d'expression. Comme un musicien qui, avant de peut-être créer un morceau, une symphonie ou quelque chose, va avoir besoin déjà de maîtriser son solfège, d'avoir joué, compris comment les autres composent, comment les autres jouent. Et ça, c'est quelque chose auquel je me confronte aussi beaucoup quand j'interviens en école hôtelière, c'est que avant d'être créatif, il faut quand même maîtriser certaines bases. C'est très difficile de créer quelque chose en étant ignorant sur tout. Et le travail du designer, c'est ça aussi, c'est de se dire, je peux toucher à plein de choses extrêmement différentes pour créer un outil, un objet, quelque chose qui a du sens dans un secteur que je connais pas, mais ça va toujours commencer par une phase de curiosité, de connaissance, de compréhension, à minima, du sujet sur lequel on va travailler pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau, une solution, une autre façon de faire. On n'a pas besoin de tout comprendre et de tout connaître. Néanmoins, il faut quand même prendre en compte un contexte. Donc, c'est ce que je dis quand un designer, ou un artiste même, a toujours besoin d'un cadre quand même pour créer. Donc, c'est ce cadre-là qu'on essaye de définir, de connaître, et qui permet après de venir s'exprimer d'une façon X ou Y qu'on a déjà vu ou pas, mais qui apporte un regard sur ce sujet-là. Donc, où est-ce que tu te nourris principalement? Partout. Ouais, mais c'est quoi les endroits dans lesquels tu peut-être pas, t'as peut-être pas envie de pratiquer, mais peut-être que tu vas chercher plus d'inspiration. Non, il n'y a pas d'endroit? Je vais énormément dans les musées. Après, les réseaux sociaux, Internet ont leur travers, mais c'est aussi une façon d'être quand même aussi connecté à ce qui se passe dans le monde, en choisissant ses sources et en multipliant ses sources pour pas tomber dans un algorithme qui nous nourrit que de ce qui nous intéresse. Mais voilà, Internet, c'est une source d'informations puissante. Mais après, c'est ouvrir les yeux dans la rue. Moi, je suis tout le temps en train de m'arrêter dans la rue pour faire des photos parce que je trouve un truc joli. Pour moi, ça passe beaucoup par l'observation, par le regard, par l'écoute. Écouter les gens, les observer. Mais voilà, la curiosité, ça se passe à la caisse du supermarché. Il y a la queue devant moi, je regarde ce que les gens ont sur leur tapis. Je me dis, tiens, c'est marrant. Les gens consomment de plus en plus tel ou tel produit. Qu'est-ce que ça veut dire de notre façon de consommer? Le voyage est aussi une source de curiosité et d'ouverture phénoménale parce qu'on se rend compte que culturellement, on a des habitudes et qu'il y a des pays où on fonctionne pas du tout de la même façon, mais ça fonctionne aussi. Le voyage est un truc qui m'a énormément manqué au moment du Covid et auquel je me suis reconnectée là, ces dernières années en me disant oui, quand même, effectivement, ça fait quand même partie des choses qui me nourrissent beaucoup. C'est-à-dire sortir aussi de son angle de vue habituel en tant que Française qui vit à Paris, etc. et aller voir comment les autres vivent ailleurs et dire ouais, en fait, tout est possible. Ou porter aussi un regard critique sur certaines choses. Ça, c'est... Et se dire finalement, chez nous, on n'est pas si mal. Voilà, mais ça passe par l'ouverture pour moi.
de la curiosité, de l'observation, et dans un premier temps, sans forcément juger par rapport à son référentiel personnel. Et avec tous ces éléments, aujourd'hui, t'es retourné voir à Valence le chef Pic. Ça doit donner envie de refaire des choses, tu vois, a posteriori. Ouais, bah c'est marrant parce que du coup, ça fait 10 ans que je croise Anne-Sophie Pic régulièrement dans des événements, etc., qu'on se dit oui, il y a un truc à faire ensemble, et puis pour le moment, ça se fait pas. Et j'ai un rendez-vous le 1er septembre avec David Sinapian, avec... je suis en train de voir un peu aussi en termes de design comment on peut intégrer tout ce qui va être métavers ou intelligence artificielle dans justement l'univers de la restauration ou du processus créatif. Et voilà, j'ai rendez-vous avec David Sinapian pour parler de ça 1er septembre. Donc c'est là où je me dis, bon bah voilà, des fois aussi on plante des graines, elles mettent plus ou moins de temps à pousser, mais voilà, c'est des choses qu'on nourrit, qu'on arrose. Moi, je suis un peu du genre à vouloir que les choses se fassent très vite, tout de suite. Enfin, je suis très impatiente de nature, et avec l'âge, bah, j'apprends que faut aussi parfois laisser autant les choses se faire. Ouais, surtout que si on veut de la qualité, tu sais bien comme moi qu'il voilà. faut laisser les choses pas toujours se reposer, mais quand même. Mais il y a une partie du boulot le temps est un ingrédient fondamental, et bah, c'est tout ce qui fait la différence entre effectivement l'excellence, la gastronomie ou le fast-food. Enfin, et les deux sont valables et répondent à des besoins différents. Mais le temps, c'est quand même quelque chose qui rend les choses précieuses, en fait. Voilà, je repense souvent à quand j'étais étudiante en dernière année de textile. On avait des cours de philo, et notre prof de philo nous avait demandé, pour nous, c'est quoi le luxe? Et donc, on avait 22 ans. Moi, je venais de faire un stage chez Dior. Enfin, il y avait des nanas dans la classe qui rêvaient de s'acheter un sac Louis Vuitton en étant étudiante. Enfin, on était tous dans des définitions du luxe qui étaient assez matérialistes. Enfin, cette vision du luxe, consommation, ostentatoire, enfin, montrer qu'on a les moyens. Et le prof nous avait laissé nous exprimer, donner notre vision de jeunes gens, et il avait conclu le cours en disant, bah, pour moi, le luxe, c'est d'avoir le temps. Et j'y repense souvent. Je pense que c'était tombé comme ça dans mon oreille, un peu comme ça, mais mine de rien, c'est une graine qui a mis du temps à pousser, mais dont je comprends maintenant tous les fils qui se tirent. Et effectivement, moi, j'ai un métier aussi qui demande du temps. Quand on vient me chercher en me disant, je veux faire ça, c'est pour demain matin. Enfin, je suis toujours un peu mal à l'aise, parce que la créativité, on sait jamais. J'ai jamais la garantie de me dire, oui, en 2 jours, je peux avoir une idée. Il y a souvent un temps d'incubation. Il faut laisser les choses faire leur chemin dans ma tête. Aller marcher, prendre une douche, et puis d'un coup l'idée commence à jaillir, et là on expérimente, et ça prend encore du temps parce que la première idée est rarement la bonne. Donc le temps est vraiment un ingrédient fondamental, et tous les produits d'exception alimentaire, plus ils sont âgés en général, meilleurs ils sont, et plus chers ils sont. Enfin, les fromages extra vieillis, le vinaigre balsamique, l'Or de Modène, c'est des vinaigres qui ont 150 ou 200 ans. Enfin, voilà, on voit que le temps a quand même aussi un effet qui bonifie, qui condense les choses qui sont déjà bonnes, donc ça devient encore meilleur. Voilà, je me dis, c'est un des avantages de vieillir aussi. Ok, et on a parlé un petit peu avant cette émission, on a parlé un peu de toi, de la notion d'artiste, et tu me parlais de peut-être de la place que ça n'avait pas pu prendre dans ta famille. Tu veux en parler un peu? Oui. Effectivement, souvent dans le regard des autres, moi, on m'a dit, mais Marion, t'es une artiste. Et moi, je me suis toujours défendue d'être une artiste. Non, je suis pas une artiste, je suis designer, je crée des choses qui servent à quelque chose. Et j'avais, je pense, au fond de moi, mais je ne sais, on me l'a jamais dit, mais je me suis rendu compte que j'avais cette idée reçue que l'art ne sert à rien. Pourtant, je vais au musée, mais pour moi, c'était une question très esthétique, de ressenti, et je me disais fondamentalement, on pourrait vivre sans art, mais en fait... Tu le valorisais pas, quoi.
je le valorisais pas et je pense que je valorisais pas la place et la liberté qu'en fait a un artiste dans la société et que c'est, enfin les régimes totalitaires, c'est la première chose qu'on a enlevé, c'est quand même l'art, enfin parce que c'est une liberté d'expression, c'est une liberté de penser et je pense que j'avais absolument pas conscience de ça et pour moi le design avait beaucoup plus de valeur que l'art. Et puis j'ai lu un livre qui s'appelle Quand la beauté nous sauve. Que j'ai trouvé fabuleux. Et justement, je me suis rendu compte à quel point aussi l'art peut nous reconnecter à des sensations, à des émotions, juste parce que ça vient nous chercher dans quelque chose qui est au fond de nous, qui est pas intellectuel, qui est quelque chose qui nous touche. On ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, on se met en pause et on ressent quelque chose d'extrêmement fort. Et du coup, ouais, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai fait des études d'art et je ne veux, enfin, mais d'art appliqué. Donc pour moi, j'ai pas fait les beaux-arts. J'étais pas dans une vision artistique de l'art. J'étais sur l'art au service de quelque chose, comme le design au service de quelque chose. Et je me suis rappelé que mon père m'avait dit que quand il était petit, en fait, il aurait voulu être sculpteur. Et on lui a dit, non, c'est pas un métier. En gros, tu gagneras jamais ta vie comme ça. Et du coup, il est devenu architecte. Donc, c'était un métier artistique, mais qui, quand même, socialement, était valorisé. Un architecte, c'est pas quelqu'un qui vit d'amour et d'eau fraîche et qui fait de la sculpture. C'est quelqu'un qui construit des maisons et qui sert à quelque chose. Et socialement, c'était beaucoup mieux perçu. Et voilà, et quand je remonte le fil de cette famille, il y a toujours eu des talents artistiques dans la musique, dans le dessin, etc. Mais c'était toujours des gens qui n'en ont pas fait leur métier premier. C'était un arrière-grand-père qui était médecin et qui dessinait à côté et qui était assez reconnu pour le coup dans la région grenobloise. Mais il y avait toujours ce truc, je pense, social ou peut-être bourgeois aussi, de se dire... l'art, c'est un passe-temps. C'est pas quelque chose qui permet de vivre, d'avoir un statut. Moi, je me demande comment inconsciemment tout ça a infusé en moi et comment, là, maintenant, à 40 ans, je peux me dire, je me libère de ça aussi. Et juste, voilà, pendant 20 ans, j'ai mis l'art au service de quelque chose de fonctionnel. Et comment, via aussi la prise de parole, je me suis rendu compte que je pouvais me mettre sur une scène, dire des choses, qu'on m'écoute, avoir des choses à dire. Et je me dis que l'artiste, d'une certaine façon, c'est la place qu'il prend aussi quand il se définit comme artiste. Il ose montrer ses œuvres, il ose se dire que ce qu'il a produit, ça a une valeur, alors soit sur le marché de l'art, mais en tout cas en tant que moyen d'expression. Et du coup, c'est pas l'artiste du dimanche qui fait des trucs dans son coin sans jamais les montrer, mais c'est oser aussi s'exprimer à travers un médium, alors qui est effectivement soit la parole, soit un médium visuel, l'art, la sculpture, la peinture. Mais c'est oser prendre sa place et c'est une sortie de zone de confort qui est quand même... pour moi, qui est... C'est là où je me rends compte aussi que pour moi, c'était probablement plus facile de me dire je réponds à des commandes et je mets mon art au service de quelqu'un plutôt que de dire que d'oser dire j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de dire des choses et on verra. Ça vient peut-être petit à petit, comme tu disais, le temps, peut-être que le temps aussi te bonifie. Ouais. Mais c'est ça, et à 20 ans, j'aurais jamais... j'ai jamais dit je veux faire les beaux-arts et j'ai quelque chose à dire et j'étais pas suffisamment sûre de moi aussi pour oser ça, je pense. Et là, avec le temps, au-delà d'oser, je pense que je m'autorise à avoir envie d'expérimenter ça. Parce que je me rends compte aussi qu'on est beaucoup dans... l'art, c'est le chef-d'œuvre. On a des idées en tête. Oui, Léonard de Vinci, la Joconde. Mais quand on va dans un musée voir l'exposition rétrospective d'un artiste, il n'y a pas un chef-d'œuvre. Il y a une démarche, il y a un processus. Et toutes les œuvres sont des étapes de ce processus qui ont peut-être un jour amené à produire ce qu'on considère avec du recul comme un chef-d'œuvre. Mais en soi, l'artiste, en faisant cette toile-là ou en produisant ça, il se dit pas « je fais le chef-d'œuvre de ma vie et après je m'arrête ». On a décidé a posteriori que oui, c'était dans la démarche, cette œuvre-là était quelque chose de peut-être majeur, supérieur ou je ne sais quoi. Mais
Moi, je me rends souvent compte, d'ailleurs, dans les expositions, que ce qui m'attire le plus, c'est pas le truc qu'on a mis à la fin en disant, voilà, il est arrivé là. C'est de voir comment il y est arrivé. C'est toutes les étapes du processus, c'est les carnets de croquis, c'est de voir comment il a transformé sa démarche. Enfin, quand on regarde Mondrian, on connaît les barres noires remplies avec des couleurs primaires. Il a commencé en peignant des arbres et petit à petit, en faisant des choses beaucoup plus structurées. Et en fait, on comprend comment il est arrivé là, pourquoi on le connaît. Mais ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est d'observer le processus. La jeunesse, quoi. Ouais. De comprendre comment dans sa tête ça a pu se passer. Il a pu se dire, tiens, un jour, tiens, cet arbre, je l'ai dessiné de telle façon, et si j'accentue encore un peu ça, vers quoi ça m'amène? Et puis, petit à petit, il en vient à simplifier à l'extrême. Mais il n'a pas commencé, et c'est ce que dit Picasso aussi, c'est que l'artiste aussi, il se libère et il désapprend tout ce qu'il a appris à faire. Enfin, Picasso, je crois qu'un jour, il a dessiné un truc sur un coin de table dans un restaurant et la serveuse voulait le récupérer en disant, voilà, est-ce que vous pouvez me le signer? Et elle lui a dit, ça n'a pas de valeur, vous avez mis 2 minutes à le faire. Et il a dit, non, ça n'a pas pris 2 minutes, ça m'a pris 60 ans pour en arriver là. Et c'est là, en fait, où... Et d'ailleurs, il l'a pas signé parce que sinon, ça vaudrait une fortune. Il n'avait pas acheté le plat, sinon il avait acheté le restaurant. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui. Ouais, en fait, on est bien sûr que on est je sais pas comment dire, la juxtaposition de toutes ces expériences qu'on fait petit à petit, que ce soit des erreurs, des échecs, ou des réussites, peu importe. Mais j'aime bien, il y a un proverbe africain qui dit qu'en fait, si on est là sur cette terre, à ce niveau, c'est qu'on est sur les épaules de tous nos ancêtres en dessous. Oui. Voilà. Oui, donc peu importe qu'on aime ou on n'aime pas celui qui était avant. Voilà. Mais ça permet aussi de savoir qu'on est le fruit d'un ensemble de choses, quoi. Et voilà, et parfois on peut avoir des choses entre guillemets à reprocher, ou des choses avec lesquelles on n'est pas aligné dans sa famille, mais on est quand même là grâce à eux. Donc il y a un moment donné, on est le fruit de ça. Et c'est une histoire de prise de conscience, de libération parfois, voilà, de se dire, oui. Moi, j'ai eu une graine en moi qui m'a fait prendre conscience que l'art, c'était important, mais pas si important que ça. Je peux choisir d'expérimenter peut-être un autre chemin. Une autre manière de penser, de faire, et puis de voir ce que ça donne. Je dis pas que je vais devenir un grand artiste, mais en tout cas, ça fera partie du processus d'exploration. Et c'est ça qui compte, voilà, plus que la ligne d'arrivée. C'est le chemin. Pour conclure, qu'est-ce que tu auras envie de nous dire? Je sais pas, j'en sais rien sur... On a parlé, en gros, quelque part, de la traversée que tu es en train de faire, et puis de quelques-unes des expériences les plus fortes que tu as vécues, mais tu auras envie de conclure par quoi? C'est difficile de conclure, parce que quand on est dans un processus, mais bon, c'est un temps effectivement, on peut se dire une étape sur le chemin, et à cette étape-là, qu'est-ce que j'ai envie de retenir ou de dire? Moi, je pense que ce qui est hyper important, et je pense que quand je t'ai rencontré, c'est quelque chose que tu disais et que je ne comprenais pas, que j'avais pas capté, tu vois, entre l'émetteur et le récepteur, il y avait un truc qui marchait pas. C'est d'être drivé par la joie, de sentir quand on a envie de faire quelque chose, c'est qu'il y a un truc à creuser, et par contre quand on fait les choses en se disant c'est l'habitude, c'est comme ça, des fois c'est nécessaire, ça permet de vivre, ça permet de gérer le quotidien, mais je pense qu'il faut rester aligné quand même entre ce qui nous anime et la nécessité à côté, les besoins fondamentaux. Et il faut pas étouffer le feu, en fait. Moi, je pense qu'il y a eu des moments où c'est être à l'écoute de son corps, en fait. On parle énormément de burn-out, de gens qui explosent en vol. À un moment, c'est le corps qui dit, attends, là, il y a un truc qui est désaligné, en fait. Moi, ça s'est un peu passé après mon TEDx où voilà, je disais haut et fort devant 3000 personnes que ce qui était important, c'était le moment présent, d'être connecté, d'être là et de profiter. Et j'étais beaucoup dans ma tête, beaucoup dans le futur, beaucoup dans le passé.
Et mon corps m'a dit, en fait, là, tu Reviens dans le présent. reviens dans le présent et aligne-toi parce que tu dis des trucs qui sont pas cohérents avec ce que tu vis à l'intérieur, tu vois, et prends le temps D'être en accord. d'être en accord, de te recentrer. Et effectivement, et c'est là où La joie peut t'aider. La joie, on se reconnecte à la joie, à nos envies profondes, comme j'ai commencé en disant quand j'étais gamine, j'avais envie de bidouiller. Et je me rends compte que dans mon métier aussi, il me manque un peu ce côté manuel de faire les choses. Mais ça veut pas dire que je vais tout plaquer pour devenir fleuriste ou faire des choses avec mes mains, mais c'est comment je peux réintégrer ces choses qui me manquent fondamentalement dans mon métier, dans ma pratique, et retrouver un équilibre qui me correspond mieux. D'être une bidouilleuse professionnelle. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous, à très bientôt. Merci Marion pour ce temps que tu nous as accordé. Merci Hervé pour l'invitation. À très bientôt. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.